Salut à tous. Je voudrais d'abord vous dire que M. Helli Omar, président de notre université, n'a pas pu honorer la présence parce qu'il était à Rabat et il est arrivé très tard hier. Il s'excuse, mais il passera tout simplement tout à l'heure nous rendre visite et vous voir. Donc, au nom de l'Université de Nosor et au nom de la Faculté des Sciences, je vous souhaite à tous la bienvenue. La bienvenue pour cette conférence intéressante et également pour cette journée intéressante qui traite la problématique de la pédagogie et en particulier celle des mathématiques. Et également de vous souhaiter pour les gens qui viennent de l'extérieur un séjour agréable dans notre ville, dans notre belle ville d'Agadir. Alors, mesdames et messieurs, il n'est pas au monde une cause plus noble que l'éducation, l'avancement de l'éducation, du savoir et du savoir-faire. Et notre mission dans l'éducation est de former nos élèves, nos étudiants, afin de mettre toutes les chances pour réussir leur avenir. Or, ceci passe par un programme d'enseignement bien élaboré, accompagné d'une pédagogie évolutive. Notre pays connaît depuis une dizaine d'années la réforme qui se résume en une restructuration du système éducatif pour faire face aux défis économiques et démographiques. Ce premier colloque s'inscrit pleinement dans la logique de cette réforme et en particulier celle de l'enseignement des mathématiques. Cette rencontre à laquelle participent des enseignants et des responsables de l'enseignement supérieur et secondaire est une occasion de partage de connaissances, d'expériences et de concertation pour optimiser nos efforts pour un profit meilleur de nos apprenants qui sont les élèves et les étudiants. Ce type de rencontre permettra de faciliter les contacts entre nos universités à travers les écoles, les facultés et les académies, en particulier les lycées. Je ne vais pas être trop lent dans mon intervention. Je vais tout simplement remercier et féliciter le comité d'organisation pour ce premier colloque et lui souhaiter une continuation dans l'avenir. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne journée pour une pédagogie d'intégration bien réussie. Merci à vous encore. J'ai oublié bien sûr, sans oublier notre conférencier, l'éminent professeur, c'est Xavier Roger, Xavier Roger, qui va nous faire une conférence dont on profitera tous ensemble. Merci à vous encore. Merci M. Atichou, le doyen. Je donne la parole à M. Latifi, représentant de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation région Souss-Massaoura. Le président de l'association de recherche sur la pédagogie de l'enseignement des mathématiques, Monsieur Xavier Rogers, Monsieur le doyen de la faculté des sciences, Mesdames et Messieurs les inspecteurs et inspectrices et professeurs et chercheurs des mathématiques, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants des moyens de communication et d'information, Mesdames et Messieurs, au nom de Monsieur le directeur de l'AREF, qui n'a pas pu être présent grâce à des engagements de travail hors de la ville d'Agadir, j'ai l'honneur et le plaisir de participer à l'ouverture des travaux de ce congrès consacré à la pédagogie d'intégration dans l'enseignement des mathématiques. Je saisis d'abord l'occasion pour remercier et souhaiter la plus cordiale bienvenue à Monsieur Xavier Rogers et nos experts dans le domaine qui nous honorent de leur présence. Je tiens aussi à remercier et à saluer très cordialement toutes les inspectrices, tous les inspecteurs, tous les professeurs des mathématiques et nos partenaires
qui sont venus de toutes les provinces relevant de la région Souss Sadra pour participer aux importants débats et ateliers de ce congrès. Nos vifs remerciements et félicitations à l'Association de recherche sur la pédagogie de l'enseignement des mathématiques, ainsi que toutes les personnes et instances qui ont rendu possible l'organisation, la tenue et la réussite de ce congrès régional des mathématiques. Mesdames et messieurs, il importe de souligner que ce congrès est d'une importance particulière, à plus d'un titre. D'abord parce que le développement des mathématiques en tant que langage de l'innovation constitue une priorité, vu le rôle qu'il joue dans notre société dans son ensemble, notamment dans l'entretien de notre potentiel scientifique. Aucune avancée technologique ne peut se passer des mathématiques à un niveau ou à un autre. Ensuite, parce que le thème choisi, qui est l'intégration, notamment en présence d'un de ses principaux fondateurs, des experts et praticiens, est un thème privilégié des discussions entourant la qualité des pratiques de l'école et constitue un des leviers importants de la réussite du programme d'urgence et de la réforme de notre système éducatif. Il permet aux acteurs pédagogiques de donner du sens aux apprentissages, de faire face aux problèmes complexes liés à l'augmentation de la qualité et de l'accessibilité des informations et favorise le développement de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité dans les systèmes éducatifs. Aussi, faut-il souligner que ce congrès expérience sur les mesures que nous pourrions prendre ensemble pour maximiser nos concours en vue de favoriser l'innovation de nos pratiques pédagogiques ainsi que la consolidation et le développement des réalisations des acquis positifs du chantier de la promotion, de l'opérationnalisation de l'approche d'intégration dans notre système éducatif. Il est à rappeler que beaucoup de choses ont été réalisées dans ce sens au niveau de la REF Souss Sadra. Et on peut citer formation des formateurs sur l'intégration des apprentissages, formation de tous les inspecteurs du primaire, formation de tous les professeurs des centres de formation, les CFI et le CPR, formation de tous les directeurs du primaire, formation de 13 110 enseignants, à peu près 82% de l'effectif global des enseignants au primaire, et dans le reste sera bénéficié de la formation à partir de la semaine prochaine. Formation de 80 inspecteurs de l'enseignement secondaire et des professeurs de 6 établissements expérimentaux. Mesdames et messieurs, je suis sûr que les personnes ressources et tant d'expérience et de compétences ici réunies proviendront au cours de ce congrès à concevoir des propositions idoines et à offrir d'heureuses perspectives aux actions qui seront entreprises pour appuyer les efforts, les projets et les recherches visant le développement et la réussite de la réforme de notre système éducatif. Je souhaite à ce congrès régional de connaître le plein succès qu'il mérite, que mérite la dimension de son thème et la qualité de ses échanges et de l'intervention. Merci de votre attention. Monsieur le directeur de l'Académie régionale de Souss Sadra, je donne la parole à Monsieur Driss Melnaz, le vice-doyen de la faculté de sciences et le vice-président de l'association ARPEM. Bon, avant de prendre la parole, je donne la parole à M. Boutglifi, le président de l'ARPEM, pour présenter l'ARPEM d'abord. ممثل جامعة بزور سيد ممثل الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين جهة سوس صدرعا زملائي الأساتذة أيها الحضور الكريم أرحب بكم باسم جمعية البحث في بيداغوجية وتدريس الرياضيات في هذا المؤتمر الجهوي الأول لتدريس الرياضيات في منظور بيداغوجية الإدماج الذي استدعينا له خبير
دولي في شخص السيد إكزافيير روجي الذي نرحب به في هذا الملتقى، والذي شرفنا بحضوره وقبل دعوتنا في هذا الصدد. فالكل يعلم ما تمثله بيداغوجية الإيماج، وكذلك هذه المقاربة التربوية التي اعتمدها بلادنا في المناهج الدراسية. لهذا ارتئينا أن نقوم بهذا اللقاء التربوي الهام لفائدة الأخصائيين، لفائدة الأساتذة، لتطبيق فعلي لبيداغوجية الإدماج، خصوصا ما سنراه كذلك في ورشات هذا المساء. فجمعية البحث في بيداغوجية وتدريس الرياضيات قامت بعدة أنشطة بما فيها رالي الرياضيات الذي نظمناه على صعيد التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم الثانوي وكذلك التعليم العالي. هناك مباراة دولية للرياضيات في عدة مراحل شاركنا فيها عشرات الدول آنذاك عندما أحدثنا مركز البحث في تدريس الرياضيات ما يسمى بكريما. فجمعية البحث أتت كذلك لتدعم الجهود التي قام بها هذا البحث. ولقاؤنا اليوم يأتي في تكريس الجهود التي تبذلها الجمعية لإفادة المدرسين في كل ما يتعلق بتدريس الرياضيات، وهذا دور الجمعية أيضا. Mesdames et messieurs, l'association de recherche sur la pédagogie, l'enseignement de mathématiques vous souhaite la bienvenue. Juste une petite histoire. Xavier et moi avions un professeur commun à qui je rends hommage, Nicolas Roche. Nicolas Roche, c'est l'un des fondateurs du CREM, le Centre de recherche sur l'enseignement de mathématiques à Nivelles. Il est décédé, que Dieu ait son âme. Deux universités, l'université française et l'université belge, lui ont rendu hommage il n'y a pas si longtemps. Il s'agit de l'université de Lille et l'université de Mons-Hilo en Belgique. À notre tour, nous rendons hommage à ce grand homme, Nicolas Roche. Et c'est le tronc commun d'ailleurs entre Xavier et moi, qu'il avait aussi comme professeur. Il était aussi dans le jury de ma thèse. Et j'étais membre du centre de recherche sur l'enseignement de mathématiques à Nivelles. Et Nicolas Roche m'avait posé la question, pourquoi on ne fait pas la même chose à Agadir? Alors on l'a ajouté au CREM A, le A d'Agadir, il est devenu CREM A. Et quand je suis venu chez monsieur le délégué Mohamed Agard à l'époque, je lui parlais du projet et il a apprécié l'idée. On a lancé CREMA. Sauf que dans les délégations et dans les académies, dans l'organigramme de ces institutions, il n'y a pas de centre de recherche. Ce qui fait qu'on a un problème juridique. D'où la création de l'association ARPEP qui coiffe les travaux de CREMA depuis, disons, 2003, où CREMA avait été créé, et l'association de recherche sur la pédagogie de l'enseignement de mathématiques a été créée en 2004. Et ainsi, nous avons participé à énormément d'activités régionales. Les professeurs de mathématiques de la région s'en souviennent. Les élèves aussi, à qui nous avons organisé différentes activités, le rallye mathématique, le grand concours international d'Agadir en mathématiques, les formations pour les élèves de maisons de bienfaisance, mais aussi des internes, on les a soutenus à domicile. On a fait le rallye mathématique à différentes échelles, du primaire à l'université, et le prochain aura lieu aussi à la faculté de sciences, peut-être Driss va vous en parler. Je souhaite bienvenue à Xavier Rogier, qui est l'un des fondateurs de la pédagogie d'intégration, et celui
qui a d'ailleurs soutenu les efforts du ministère de l'Éducation à l'échelle nationale. Il nous a honorés de sa présence. Merci Xavier. Collègues et participants. Alors, ce colloque, il vient à un moment très important pour l'enseignement au Maroc, avec les grands chantiers du programme d'urgence qui focalise, et dont l'un des grands piliers, c'est la formation des ressources humaines. Alors, l'ARPEM, il a mené plusieurs activités au niveau d'Agadir et aussi pour les académies du Sud, consistant en des rallyes, des formations. Et maintenant, il passe à un cran supérieur pour revenir à des souvenirs qu'on a eus en tant qu'universitaire en 90, lors de l'accueil des premiers arabisés, bacheliers arabisés, où on a mené de grandes collaborations avec nos collègues inspecteurs et enseignants du secondaire. Il y a eu beaucoup de travaux dans les années de 90 et 92 ou 93, et malheureusement, tout le monde s'est pris dans son travail, dans le quotidien, et on a rompu ces collaborations. J'espère que ce moment va être un renouveau pour cette collaboration si nécessaire entre le supérieur et les différents cycles du secondaire, d'avant le supérieur, parce que nous, on reçoit un produit qui vient de ces cycles. Et donc, c'est de notre devoir de savoir ce qui a été fait et de combler le retard que nous, universitaires, on a concernant toutes les recherches en pédagogie. Et donc, on devrait profiter de l'expérience de nos collègues des différents cycles et aussi amener notre savoir-faire aussi comme universitaire et mener des travaux qu'on pourrait mener dans le cadre de travaux de recherche, de thèses sur la pédagogie, pas mal de choses. Donc ça, c'est un point. Je voudrais ici, donc, ne veux pas être trop long, saluer donc notre conférencier Xavier, qui est l'un des fondateurs de la pédagogie d'intégration, et qui nous fait un plaisir pour sa première visite à Agadir. Je salue aussi l'ex-recteur de l'université, M. Mustafa Trissi, qui est parmi nous, et qui est sur Agadir, et dont on espère avoir pas mal d'aide dans ce domaine, vu son expérience et son expertise. Aussi, je n'oublierai pas de remercier nos partenaires qui sont l'Université Ibn Zor, l'Académie régionale de l'éducation et de formation, la Faculté des sciences, la région Sousma Sadra, la wilaya d'Agadir et la communauté urbaine d'Agadir, on leur aide, aussi le comité d'organisation et les participants, parce que s'il n'y a pas de participants, s'il n'y a pas eu de communication, il n'y aurait pas de colloque. Et donc, je les salue profondément et je vous remercie pour votre présence. Alors, juste pour parler du programme, donc après la séance d'ouverture, il y aura un pot de bienvenue qui sera suivi par la conférence de Xavier Rogier sur l'apport de la pédagogie de l'intégration dans l'apprentissage des mathématiques, ce qui sera suivi d'un débat assez long, parce qu'on voudrait puiser de cet instant et en profiter le maximum. Après le déjeuner, il y aura des séances de communication, 2 séances, qui seront suivies aussi de discussions, de tables rondes, peut-être de sortir quelques recommandations pour la suite. Nous considérons que ce congrès, colloque, c'est le premier, on a essayé de viser un peu petit pour grandir. Ça veut dire de commencer au régional, même si ce n'est pas régional, parce qu'on a il y a eu pas mal de communications de plusieurs villes du Maroc et aussi de l'étranger. Mais on a exprès voulu tisser des liens intimes de départ et progresser vers l'avant. Et j'espère que la prochaine édition sera plus fructueuse, avec plus de communication. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Nous allons dans un instant commencer notre conférence avec M. Xavier Rogier, qui a d'abord le plaisir de nous annoncer son dernier ouvrage, sorti il y a 3 jours,
sur curricula et apprentissage au primaire et au secondaire, la pédagogie de l'intégration comme cadre de réflexion et d'action. Je crois qu'il sera dans quelques jours à la librairie Al-Madaris, à Casablanca, je crois. Et donc, c'est un ouvrage préfacé par Marguerite Alté, l'une des figures pédagogiques connues dans le monde. Voilà. Je vous présente aussi un livre d'un collègue, professeur de mathématiques, Ali Znou, Haoul Tarikh al-A'dad, Histoire des nombres. Et ça fait plaisir de voir du parution dans le domaine pédagogique et mathématique. Merci. Je donne la parole à Xavier. Je te souhaite bon courage et j'espère que tu vas répondre au grand nombre de questions qui t'attendent dans ce domaine. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un moment de débat sur ces questions, évidemment, qui sont des questions importantes, puisque ce sont des questions relatives à l'avenir d'un système éducatif. Je pense qu'il y a un problème de micro. Je crois qu'il faut approcher du micro. Mieux. Et donc, je voudrais vous dire que je me réjouis d'être ici à un double titre. Tout d'abord, je me réjouis très sincèrement qu'il y ait une initiative conjointe de la part du monde universitaire et du monde de l'enseignement primaire et secondaire, une initiative conjointe pour réfléchir sur l'enseignement des mathématiques. Et j'estime que trop souvent, on cloisonne d'une part les activités d'université, d'autre part les activités de l'enseignement primaire et secondaire, et trop rares sont les occasions d'associer les deux mondes, et j'estime que l'un ne peut pas vivre sans l'autre et vice-versa. Et donc je voudrais vous remercier et féliciter les organisateurs de ce point de vue-là. Je me réjouis pour une deuxième raison, qui est une raison beaucoup plus personnelle. Vous savez que j'ai un parcours de formation un petit peu sinueux, puisque j'ai commencé par des études d'ingénieur civil, ingénieur polytechnicien, et j'ai cumulé des études d'ingénieur civil avec des études d'instituteur primaire. Ce qui est un parcours, à l'époque en tout cas, qui était un parcours qui était jugé comme, par certains comme curieux, par d'autres même comme impertinent, d'autres même ne l'ont absolument pas compris. Et donc, je me suis toujours félicité d'avoir ce double parcours, d'une part une formation scientifique et puis une formation d'instituteur. Ce n'est que 10 ans après que j'ai présenté un doctorat en sciences de l'éducation. Mais cette formation d'ingénieur m'a amené très naturellement à travailler pendant une dizaine d'années, d'abord en école professionnelle, mais en même temps à la formation des instituteurs, donc dans ce que vous appelez ici les CFI. Et donc j'ai travaillé à la formation initiale des enseignants du primaire. Et à cette occasion-là, j'ai eu, je dirais, pour moi, je considère ça comme une première carrière, l'occasion d'écrire un certain nombre d'ouvrages de mathématiques et de didactique des mathématiques. Donc, je dirais, dans une première vie, je me suis vraiment spécialisé dans les mathématiques et la didactique des mathématiques. Ce n'est qu'à partir des années 88-89 que j'ai eu l'occasion de connaître Jean-Marie Le Questel, qui à ce moment-là commençait à développer ce qu'il appelait l'objectif terminal d'intégration dans son ouvrage de 89. Et donc je me suis dit, là il y a quelque chose d'intéressant à creuser, et c'est la raison pour laquelle à partir des années 90, j'ai réorienté mon parcours et je me suis intéressé plus largement à la problématique des curricula et des apprentissages, mais cette fois-ci, toutes disciplines confondues. Et même si un coin de mon cœur reste attaché aux mathématiques, aujourd'hui, je peux dire que je suis pratiquement polyvalent.
je peux parler aussi bien des mathématiques que de l'anglais, que de l'éducation culinaire, que de l'éducation islamique, etc. Donc pas en termes de contenu, mais en termes avec le regard du méthodologue que je suis. Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je ne donne plus aujourd'hui une conférence sans situer les enjeux aujourd'hui que je perçois des systèmes éducatifs et en particulier des systèmes éducatifs publics. Pour moi, on vit dans une société qui est une société qui a besoin de l'école, qui a besoin que l'école donne un autre regard sur la vie de l'homme que celle qu'on entend trop souvent évoquée dans les médias et qui sont celles d'une société de surconsommation, d'une société de pillage des ressources naturelles, une société de l'inéquité, du manque d'équité. Et donc, je pense que nous avons mission, nous scientifiques, mais quand je dis nous, c'est nous aussi responsables des systèmes éducatifs, de réfléchir aux orientations de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je pourrais vous parler de beaucoup de choses. Je voudrais vous parler de la fertilité des sols. Je pourrais vous parler de la privatisation de l'eau. Je pourrais vous parler du brevetage du vivant. Vous savez que certaines entreprises multinationales ont le projet, ni plus ni moins, de breveter le vivant. C'est-à-dire chaque fois que dorénavant que vous allez acheter des semences, vous allez devoir payer ces semences très chères et vous allez pouvoir les faire germer pendant 1 an et puis vous allez devoir racheter des semences. Et donc, il y en a qui ont le projet de vous empêcher de récolter vous-même vos semences pour pouvoir les ressemer d'une année à l'autre. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'un autre thème qui va vous étonner, mais tant pis. Et pour annoncer ce thème, je vais vous parler d'une journée que j'ai vécue quand j'étais en dernière année d'ingénieur. En dernière année d'ingénieur, j'étais en même temps en dernière année d'ingénieur et j'étais en même temps en 2e année d'instituteur. Et je me souviens très bien de ce jour où le matin, je suis allé donner une leçon de lecture et d'écriture dans une 2e année primaire et l'après-midi, je donnais en dernière année d'ingénieur à mes collègues un cours sur la propagation des ondes sismiques parce que mon professeur de propagation des ondes sismiques devait s'absenter ce jour-là et m'avait demandé de donner ce cours de propagation des ondes sismiques à sa place. Donc vous voyez le grand écart que j'ai été amené à faire cette journée-là. Et je voudrais vous parler aujourd'hui des ondes sismiques. Simplement pour vous annoncer ce que je considère comme une excellente nouvelle. Mais un petit peu d'histoire. J'ai un excellent ami belge qui est astrophysicien et qui est en même temps spécialiste dans les ondes sismiques, on peut dire qu'il est sismologue, et qui sillonne le vaste monde pour essayer d'anticiper les phénomènes sismiques qui se passent de par le monde et d'essayer de travailler, parce qu'il y a des moyens de travailler, non pas pour éviter les tremblements de terre, mais pour atténuer les effets des tremblements de terre. Au mois de septembre 2010, il a écrit aux autorités japonaises, il a écrit une lettre en disant: dans quelques mois, un tremblement de terre important se prépare dans le nord du Japon. Voici quels sont les indices que nous avons
de l'arrivée imminente de ce séisme, il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour éviter des fissures dans les centrales nucléaires, pour éviter un accident majeur. Il a reçu une lettre du gouvernement japonais en disant « Mais écoutez, vous n'êtes pas qualifié pour nous donner la leçon, qu'est-ce que vous en savez, etc. » Vous savez ce qui est arrivé le 11 mars et les jours qui ont suivi. Et donc, vers le 20 mars, mon ami a réécrit une lettre aux autorités japonaises en disant « Dans les mois qui viennent, on prévoit un tremblement de terre encore plus fort que celui qui a eu lieu en mars, cette fois-ci dans une faille qui passe par le sud de Tokyo. Vous avez là, au sud de Tokyo, une centrale nucléaire qui est sur la faille. La centrale se trouve exactement sur la faille. Je vous recommande de vérifier telle et telle chose parce que d'après mes calculs, vous devez, dans cette centrale nucléaire, vous devez, dans la dalle qui est en dessous de la centrale nucléaire, vous devez commencer à avoir des micro-fissures de tel et tel type. Les Japonais sont allés vérifier. Ils ont effectivement trouvé ces micro-fissures qu'ils annonçaient, et il y a 2 jours, les autorités japonaises ont décidé de fermer cette centrale nucléaire qui se trouve au sud de Tokyo. Certains d'entre vous ont peut-être entendu cette nouvelle-là. Et donc, il y a eu le message comme quoi, pour anticiper ce séisme qui est prévu pour une magnitude de 9,4, donc encore plus fort que celui qui a eu lieu autour de Fukushima. Et donc, la victoire, c'est d'une part d'arriver aujourd'hui à fermer une centrale nucléaire, mais en même temps, le gouvernement japonais a fait passer un message à la population en disant « Nous allons fermer cette centrale, mais du coup, tout le monde, nous allons faire un effort ensemble pour réduire notre consommation d'électricité. » Parce que vous savez qu'une ville comme Tokyo est excessivement consommatrice d'électricité. Et donc, je considère que c'est vraiment une victoire parce que je pense que l'homme commence à se rendre compte que cette fuite en avant ne va pas continuer et ne va pas être sans conséquence et qu'il faut apprendre à vivre de manière plus raisonnable. Nous devons tous apprendre à réduire notre consommation de biens, notre consommation d'électricité, notre consommation d'énergie de manière plus générale. Parce que vous savez que si toute la planète devait vivre sur le même pied qu'un Américain, ce n'est pas une planète qu'il nous faudrait, mais il nous faudrait 7 ou 8 planètes. Et je vous pose la question, de combien de planètes disposons-nous? Nous n'avons qu'une seule planète. Donc nous sommes obligés de nous entendre pour vivre en intelligence et essayer de partager au maximum les ressources de cette planète. Vous m'excuserez d'avoir fait ce petit détour par ces questions sur les ondes sismiques, mais il me semblait qu'il était nécessaire de contextualiser un petit peu mon exposé, et je voudrais que, si vous pouviez, à tout moment, en écoutant mes propos, essayer d'avoir en filigrane ce message que je viens de vous faire passer, eh bien, ça donnerait une autre dimension à ce que je vais vous présenter. Je voudrais vous dire aussi que cela fait 3 ans maintenant que vos autorités ministérielles m'ont demandé de les aider à redresser le système éducatif marocain. Et je n'hésite pas à le dire lors de tous mes déplacements dans le monde, je n'hésite pas à dire que j'ai trouvé ici au Maroc le contexte le plus favorable pour travailler sur une réforme éducative. Je sais que tout n'est pas parfait au Maroc.
Je sais qu'il y a de nombreux motifs d'insatisfaction de la part des uns et de la part des autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est de ce que je connais, de l'engagement de vos ministres, de l'engagement des responsables de l'inspection centrale, des responsables du CNIC, des responsables des directions régionales. Je peux vous dire qu'il y a un engagement à un niveau que je n'ai jamais rencontré pour pouvoir réussir une réforme éducative. Et donc je voudrais ici leur rendre hommage, dire aussi que c'est toujours un plaisir pour moi de venir au Maroc et de travailler avec eux, de retrousser les manches avec eux aussi, d'aller dans les classes, de travailler avec des équipes de concepteurs, de travailler à la formation de formateurs, à la formation d'inspecteurs, et je sais que vous êtes nombreux dans cette salle à être inspecteurs, à leur rendre hommage, au travail des inspecteurs, au travail des formateurs CFI, CPR, au travail des directeurs, au travail des enseignants, et je me rends bien compte qu'il y a véritablement ici au Maroc une lame de fond qui est en train de traverser vraiment, et c'est une lame chargée d'énergie positive, ça n'a rien à voir avec cette lame de fond qui malheureusement occasionne des dégâts que l'on ne souhaiterait pas trouver. Vous allez m'excuser si au début de mon exposé, je reprends des éléments qui sont connus de certains d'entre vous, mais je me suis dit que dans la salle, il y a probablement des personnes qui ne connaissent pas bien la pédagogie de l'intégration, et donc je voudrais resituer rapidement ce qu'est la pédagogie de l'intégration, et puis je viendrai à ce qui fait la spécificité de la pédagogie de l'intégration dans le domaine de l'enseignement des mathématiques. Donc je vais voir quels sont les enjeux de l'éducation aujourd'hui, les caractéristiques de la pédagogie de l'intégration, où en est la pédagogie de l'intégration dans le monde, et les défis d'aujourd'hui et de demain, et je terminerai par quelques considérations, comme je le disais, sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Je voudrais vous demander de manière tout à fait amicale si vous pouviez fermer vos portables, parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui a, quand je m'adresse à un public, j'ai besoin de beaucoup de concentration, et chaque fois qu'il y a un portable qui sonne, je perds le fil de mes idées. Actuellement, il faut bien se rendre compte de ce que le modèle dominant de par le monde est celui de l'approche par les standards, qui est un modèle dérivé de la pédagogie par objectif. Les standards qui sont ces objectifs de maîtrise qui sont à acquérir à différents niveaux de l'enseignement et qui sont essentiellement diffusés dans le monde anglo-saxon. Basés essentiellement sur le principe de l'employabilité, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce qui est à la fois une excellente chose, mais qui est à la fois aussi une dérive que j'estime être une dérive majeure. Il y a toujours le côté pile et le côté face. Il réussit à bien travailler sur le concret, l'évaluable, mais fait très souvent l'impasse sur le complexe. Il présente 3 limites majeures. Premièrement, poussé par des motivations marchandes, il est uniformisant et aliénant. Il retire à l'individu sa propre disposition de lui-même. Autrement dit, en visant l'uniformisation, on tombe très vite dans l'aliénation. Le projet, ni plus ni moins, à travers cette uniformisation par les standards, est de faire de nous des consommateurs les plus
obéissants et les plus passifs possibles, au lieu d'être des citoyens qui réfléchissons à notre avenir, à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de nos petits-enfants, à la gestion des ressources. Hein? Ce système, qui est le système de la mondialisation, est un système qui vise à nous rendre les plus obéissants possibles et les moins pensants possibles. De plus, deuxièmement, il est profondément inéquitable. Il vise à ne former qu'une élite hautement qualifiée et à rendre les autres dépendants de cette élite. C'est un leurre de penser qu'il y a de l'emploi pour tous sur cette planète. Or, on ne cesse de nous bassiner les oreilles avec le message suivant: plus vous aurez un niveau de qualification élevé, au plus vous arriverez à trouver de l'emploi. C'est vrai, mais c'est vrai pour un petit nombre. C'est sans compter la saturation du marché de l'emploi. Vous savez que d'après le BIT, le Bureau international du travail, depuis la crise de 2008, on a perdu de par le monde plusieurs dizaines de millions d'emplois. 40 millions, 50 millions d'emplois. Aujourd'hui, la grande majorité de ces emplois n'a pas été retrouvée. Et donc, c'est un mensonge de prétendre qu'un très grand nombre de citoyens du monde vont pouvoir accéder à des emplois hautement qualifiés. Il est nécessaire, donc il y a une saturation du marché du travail, et si les systèmes économiques veulent s'y retrouver, il va falloir repenser à d'autres types d'emplois, à un regard plus raisonnable sur l'emploi que l'on veut proposer à nos jeunes. Je suis même un de ceux qui pensent qu'à l'avenir, à côté d'études universitaires, tout étudiant qui fait des études universitaires va devoir apprendre un métier manuel, un métier de plombier, un métier d'agriculteur, un métier de menuisier, un métier de l'hôtellerie, et donc que l'on va s'acheminer vers une articulation de qualification de différents niveaux. Troisièmement, le système actuel tend à manquer de profondeur. Je regarde si les nuances de gris passent bien sur l'écran. Et donc, je représente ça par l'image d'un arbre. Hier, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, l'arbre des connaissances était un arbre qui était gérable par l'école. Il y avait tout ce qui est le feuillage, et que j'associe à l'outillage commun, l'outillage de surface, c'est-à-dire tous les savoirs, tous les savoir-faire. En gros, c'est tout ce qu'on peut trouver sur Internet, tout ce qui relève de l'information, sans vouloir dénigrer, mais c'est une information que je considère une information de surface, un outillage de surface. Et alors, l'outillage de profondeur, qui est tout l'apprentissage de la pensée, l'apprentissage de l'argumentation, l'apprentissage du regard critique, tout ce qui est la conceptualisation, c'est-à-dire tout ce qui demande un effort d'intériorisation et d'appropriation par la personne. Tout ça, ce sont les racines de l'arbre. Et la surface ne peut se développer que si, on le sait, l'arbre est bien ancré dans le sol. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Et là,
c'est l'arbre qui se trouve à droite du tableau, on a un feuillage qui s'est développé. Vous savez que les spécialistes estiment aujourd'hui que la connaissance disponible sur la planète double tous les 7 ans. Nous sommes en 2011, 1997, ce n'est pas tellement loin, il y a 14 ans. La connaissance disponible sur la planète était 4 fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, cette connaissance a quadruplé. Cette connaissance a doublé depuis 2004. A doublé. Et donc, on se trouve face à une énorme montagne de connaissances et on demande à l'école de gérer ce développement, cette progression de la connaissance. Autant vous dire que c'est un pari qui est impossible à tenir. Mais pourtant, c'est le pari que l'école essaye de relever. Mais que se passe-t-il? Les enseignants sont confrontés à ces programmes dans lesquels on ajoute, puisque la connaissance ne fait que se développer. Et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute. Que se passe-t-il? C'est que les enseignants, face à cette augmentation de savoir, de connaissances, progressivement abandonnent tout ce qui est l'outillage de profondeur et se contentent de développer l'outillage de surface. J'ai été effaré d'apprendre en septembre 2010 qu'il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de ce colloque, ça s'est passé en France, je ne sais plus où, un colloque dans lequel on s'est posé très sérieusement la question suivante: les étudiants qui commencent des études universitaires en mathématiques, jusqu'où faut-il les amener à comprendre les notions mathématiques de base? Jusqu'où faut-il les amener à comprendre les notions mathématiques de base? Eh bien, pour moi, former dans des études scientifiques en se posant la question, est-ce que les élèves doivent avoir une compréhension, est-ce que les étudiants doivent avoir une compréhension en profondeur des phénomènes, eh bien pour moi c'est un signal d'alarme excessivement fort. Et donc, vous savez que je suis un fervent militant pour alléger les programmes de tout ce qui est accessoire, de tout ce qui est superflu, mais pour asseoir convenablement les bases des apprentissages des élèves et des étudiants, à quel niveau que ce soit. Et quel est le niveau le plus important pour moi, qui est le niveau le plus important pour l'action? Vous pouvez l'imaginer. Pour moi, c'est la première et la deuxième année primaire. C'est à ces niveaux-là que l'on devrait mettre les enseignants les plus qualifiés. C'est à ces niveaux-là qu'on ne peut pas se permettre la moindre lacune. Et les pièges sont nombreux. Je vous donne un exemple en mathématiques de piège dans lequel il faut éviter de tomber, et je m'adresse aux enseignants de première et de deuxième année primaire s'il y a dans cette salle. Le système de numération. Vous savez qu'un élève de deuxième année primaire peut très bien réussir en mathématiques sans jamais avoir compris le système de numération, c'est-à-dire sans jamais avoir compris comment fonctionne le passage unité, dizaine, centaine. Pourquoi? Parce qu'en première et en deuxième année primaire, on se contente de travailler sur les nombres de 0 à 100 et que les élèves peuvent très bien développer des mécanismes pour additionner, pour soustraire, qui sont des mécanismes automatiques qu'ils ont développés par eux-mêmes, mais sans comprendre ce passage unité, dizaine, centaine. Et on se retrouve en troisième, quatrième primaire
et ça dure jusqu'à la 5e, 6e primaire et au collège, avec des enfants qui ont d'énormes difficultés en mathématiques. On se dit, mais pourtant, ils ont réussi en 2e primaire, ils ont réussi en première, en 2e primaire, et ils échouent en 3e primaire, en 4e primaire. Ils ne comprennent pas tout ce système de centaines, d'unités de 1000, etc. Pourquoi? Mais parce qu'à partir de la 3e primaire, on va aller jusqu'à 1000, puis on va aller jusqu'à 10 000, 100 000, 1 million, puis on va voir les nombres décimaux, etc. Et les élèves qui n'ont pas compris le système de numération vont se trouver complètement perdus dans ces apprentissages. S'il y a pour des enseignants un investissement qui est rentable, à quel niveau qu'on se situe, c'est de passer du temps à faire comprendre aux élèves les fondements du système de numération décimale. Parce que ça intervient à tous les niveaux. Et les lacunes, et souvent héritées des petites classes, et je vous ai expliqué pourquoi, c'est parce que très souvent les enseignants de première et de 2e primaire se contentent malheureusement d'une connaissance un peu superficielle des mécanismes, puisqu'ils peuvent s'en passer. Et donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient au niveau d'une équipe d'enseignants en primaire, mais au collège, si vous trouvez des élèves qui ont des difficultés en numération, j'ai personnellement une fille qui enseigne au niveau du collège en Belgique, en première et en 2e année du collège, et elle passe la moitié de son temps à travailler la numération avec ses élèves. La moitié de son temps. Et ça donne d'excellents résultats. Donc, on a ce système des standards qui est insatisfaisant. La réponse compétence transversale, ou plutôt capacité transversale, qui a été apportée dans les années 90, a tenté de répondre au manque de sens, c'est-à-dire au problème de la complexité, mais a perdu le caractère concret. Le défi aujourd'hui, relevé par la pédagogie de l'intégration, est de combiner le complexe, c'est-à-dire le sens, et le concret, c'est-à-dire l'évaluable. Vous voyez, avec la PPO, avec le système des standards, on a l'évaluable, mais on n'a pas le concret. Avec toute cette approche compétence transversale, on a travaillé sur le sens, on a travaillé sur le complexe, mais on a perdu le caractère concret. On sait bien qu'une capacité transversale ou une compétence transversale, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas évaluable. Et donc ça pose d'énormes problèmes à des enseignants. D'où le défi de la pédagogie de l'intégration. Et le succès de la pédagogie de l'intégration depuis le début des années 90, c'est de pouvoir combiner le complexe et le concret. Et donc, elle est parmi les approches curriculaires, parce que la pédagogie de l'intégration est une approche curriculaire. La première a proposé de combiner le complexe, le sens et le concret, l'évaluable, ceci à l'échelle de tout un système éducatif. Et là, je voudrais vous dire que pour moi, la pédagogie de l'intégration ne va pas rester la seule approche curriculaire à combiner le complexe et le concret. Mais en tout cas, c'est la première. Et je ne me fais pas d'illusions, quand on voit l'histoire de la pédagogie, les approches émergent et se succèdent à peu près à un rythme d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années. Et donc, je ne me fais pas d'illusions sur le fait que la pédagogie de l'intégration, je ne dis pas que dans 20 ans, elle ne va plus exister, mais ce ne sera certainement plus la seule approche curriculaire à combiner le complexe et le concret. Mais en tout cas, elle aura été la première à pouvoir combiner ces deux éléments. Et donc, la pédagogie de l'intégration repose, parce qu'aujourd'hui, on ne peut se passer ni du complexe, ni du concret. On ne peut plus se passer d'un de ces deux éléments. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, tous les pédagogues sont d'accord pour reconnaître cette avancée en pédagogie.
la pédagogie de l'intégration repose sur des énoncés de compétences à la fois complexes et concrets. Ces énoncés se traduisent à travers des situations d'intégration. Exemple d'énoncé en mathématiques. En fin de première année du collège, l'élève doit pouvoir résoudre une situation problème en mathématiques qui fait appel aux 4 opérations fondamentales, à la proportionnalité, au pourcentage et à la lecture de données. Voilà. Et donc, l'élève doit pouvoir résoudre n'importe quelle situation qui répond à ces caractéristiques. Situation qui est nouvelle, bien sûr, situation qu'il n'a jamais rencontrée. Voici un autre exemple de compétence. Résoudre, qui est pratiquement qui est similaire. Résoudre une situation de problème mettant en œuvre les 4 opérations, les fractions, les pourcentages et les unités de volume et de capacité avec 2 à 3 étapes de résolution pour cette situation problème. Voici un exemple, parce que chaque fois qu'on a un énoncé de situation, on traduit cette situation à travers quelques situations d'intégration, certaines situations à travers lesquelles l'élève peut s'exercer à intégrer, d'autres situations à travers lesquelles on va évaluer si l'élève a acquis la compétence. Et donc voici un exemple de situation qui se rapporte à cette compétence. Observe bien ce schéma relatif à la consommation d'eau pour une famille moyenne. Vous avez à gauche, en rouge, la famille Gaspi qui consomme 200 mètres cubes d'eau par an, et la famille Eco à droite qui consomme 120 mètres cubes par an, avec différents postes, la cuisine, le lavabo, les toilettes, la vaisselle, lave-linge, etc. Et donc, on propose à l'élève de réfléchir à un certain nombre de questions relatives à cette situation de problème. On lui dit le prix de 1 mètre cube d'eau est de 40 dirhams. Et donc 3 questions, nous reviendrons tout à l'heure à la raison d'être de ces 3 questions. Calcule ce que coûtent par an les fuites d'eau de la famille Gaspi. En un mois, combien de litres la famille Eco économise-t-elle sur les toilettes? La famille Eco vient d'avoir un bébé, la consommation d'eau augmente de 1/8. Quel sera le montant annuel de la facture d'eau de la famille? Pour chaque question, écris tes calculs que tu poses. Et donc, ces situations, problèmes, répondent à un certain nombre de caractéristiques. Ce sont des situations problèmes qui sont des situations qui essayent de se rapprocher le plus possible de la réalité. Ce sont des situations problèmes dans lesquelles on s'adresse directement à l'élève. Ce sont des situations problèmes dans lesquelles on retrouve 3 consignes ou 3 questions indépendantes pour que si l'élève s'est trompé dans la première consigne ou dans la première question, il garde toutes ses chances intactes pour la deuxième consigne, deuxième question, ou la 3e consigne. Ce sont des situations qui sont des situations complexes. Vous pourrez voir que chaque question posée possède le niveau de complexité requis. Donc il ne s'agit pas de réduire la complexité en décomposant une démarche de résolution aux yeux de l'élève. Il s'agit de poser 3 questions qui ont la totalité du niveau de complexité exigé par la compétence. Et le niveau de complexité, c'était le suivant. C'était de mettre en œuvre les 4 opérations, les fractions, les pourcentages et les unités de volume et de capacité. Tout ça est présent, avec chaque fois 2 à 3 étapes de résolution. Pour chaque question, il y a au moins
il y a 2 à 3, je ne dis pas au moins, il y a 2 ou 3 étapes de résolution, en tout cas pour la résolution expert. Et donc on reste bien dans les limites de l'épure, dans les limites du cadre qui est donné dans l'énoncé de la compétence. Le déroulement des apprentissages d'une année scolaire, selon la pédagogie de l'intégration, se déroule de la manière suivante. Il y a d'une part des semaines, chaque rectangle représente une semaine. Il y a des apprentissages de ressources qui sont, ici au Maroc, il y a 6 semaines d'apprentissage de ressources qui sont des apprentissages des savoirs, des savoir-faire. Ces apprentissages sont menés par l'enseignant avec les meilleures méthodes pédagogiques dont il dispose. Si l'enseignant peut travailler par situation problème avec ses élèves, c'est l'idéal. L'idéal est de travailler à l'aide de situations problèmes pour les apprentissages de ressources, les apprentissages de savoir et de savoir-faire. Mais ce qui est caractéristique de la pédagogie de l'intégration, et je dirais ce qui a fait le succès de la pédagogie de l'intégration, c'est que la pédagogie de l'intégration n'impose pas à un enseignant de pratiquer directement les situations problèmes chaque jour pour les apprentissages de ressources. Les enseignants qui ne pratiquent pas les situations problèmes peuvent développer les ressources avec leurs élèves selon des modalités qui sont des modalités plus traditionnelles. Soit un enseignement plus frontal, soit des travaux de groupe, soit des séries d'exercices, etc. La pédagogie de l'intégration n'impose pas aux enseignants de pratiquer des situations problèmes pour toutes les leçons relatives à un nouveau savoir, un nouveau concept, un nouveau savoir-faire, etc. Je vais y revenir dans un moment sur cette idée. Ensuite, après ces 6 semaines, ces 5 ou 6 semaines, ça dépend d'un pays à l'autre, parfois c'est 5 semaines, parfois c'est 6 semaines, il y a un module d'intégration qui dure 2 semaines. Pendant le module d'intégration, il n'y a plus aucun nouvel apprentissage des ressources. Mais les élèves sont invités à résoudre des situations complexes qui se trouvent dans des petits cahiers de situations, en tout cas pour le primaire et pour le collège, des situations complexes qui obligent les élèves à mobiliser les acquis qu'ils ont eus pendant les 6 semaines précédentes. Évidemment, ces élèves ont des difficultés pour résoudre ces situations. C'est normal. Et surtout au début, ils ont des difficultés. L'important, c'est malgré tout de les laisser travailler seuls, ne pas vouloir trop vite leur donner la bonne réponse. Parce que l'apprentissage, c'est l'apprentissage à pouvoir résoudre ces situations problèmes seuls si possible. Nous y reviendrons dans le débat et je vous expliquerai pourquoi il est normal qu'aujourd'hui les élèves éprouvent certaines difficultés pendant les modules d'intégration. C'est tout à fait normal. Je m'y attendais. J'ai déjà piloté des réformes dans une dizaine de pays sur les 5 continents, une dizaine de pays de ce type-ci, sur les 5 continents, et je connais bien les phases d'une réforme qui sont des phases où on rencontre certaines difficultés. Ce module d'intégration est également l'occasion d'une évaluation formative et d'une remédiation pour les élèves. Il y a en fin d'année un moment d'évaluation certificative pour vérifier si les élèves sont effectivement compétents.
Tout ça est détaillé dans une note. Au primaire, elle s'appelle la note 204, qui précise les modalités de cette évaluation certificative. Nous pourrons y revenir dans le débat, si vous le voulez. Je ne suis pas du tout un représentant officiel du ministère. Donc là, je vous demande pour le discours officiel de suivre le discours de vos autorités, du directeur de la REF, du coordonnateur pays dans la REF, des inspecteurs. C'est eux le Centre national des examens, c'est eux qui ont le discours officiel. Moi, je ne peux vous donner que le discours du conseiller scientifique, le discours d'un scientifique. Alors, je reviens un moment à cette question, situation-problème pour les apprentissages de ressources, donc les rectangles jaunes. Ce que l'on constate, c'est que les enseignants traditionnels qui ont amené les ressources à travers des situations plus traditionnelles, une fois qu'ils pratiquent les modules d'intégration, commencent à se poser des questions et commencent à se dire « mais j'ai fait travailler pendant les 2 semaines d'intégration, j'ai fait travailler mes élèves sur des situations complexes. Est-ce que je ne peux pas également Voilà, c'est très bien. On dit toujours l'exemple vient d'en haut. Voilà une belle illustration. Comme je dis toujours,